la plus grosse étude en Occident, et la plus récente, qui est parue en 2010 sur l'homophobie en milieu scolaire, qui s'appelle, je l'ai prise ici, l'impact de l'homophobie et de la violence homophobe sur la persévérance et la réussite scolaire. Tout ça. Alors, c'est une grande étude qui a interrogé près de 3000 étudiants dans la province de Québec, âgés entre 14 et 20. Si je me trompe, tu me rectifies. Hein. De toute façon, vous pouvez la télécharger, cette étude. Donc, qui a essayé d'analyser via des questionnaires et des entretiens avec des étudiants, essayer de voir quel était le climat homophobe dans les écoles, de les questionner sur la forme que prenait cette homophobie, d'essayer d'évaluer les conséquences que cette homophobie a sur les personnes qui s'identifient soit comme LGBT, soit qui sont présumées comme telles, parce que ne rentrant pas dans le moule filles, garçons, stéréotypés femelles, stéréotypés mâles, et qui dérogent un peu à ces stéréotypes. Et puis qui essaye de recenser quelques bonnes actions, bonnes initiatives des écoles pour lutter contre cette homophobie, et qui émet donc des avis. Donc cette étude, rendons à César ce qui appartient à César, donc, a été menée par une chercheuse de l'Université de Québec à Montréal, donc Lynn Chamberlain, en 2010, donc c'est assez récent. Dernière chose que je veux dire aussi pour introduire cette étude, c'est que voilà, c'est une étude qui a été menée dans le contexte canadien, nord-américain, donc voilà, même si on peut transposer certaines choses au contexte belge et à plus forte raison au contexte de la Fédération Wallonie-Bruxelles, voilà, il faut toujours accueillir avec soin donc les chiffres que je vais vous présenter, qui nous donnent peut-être une petite idée de ce qu'il y a en Belgique, mais il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. On aura une approximation. Donc, cette étude, en fait, je vais vous présenter quelques chiffres. Donc, on a diffusé donc, des questionnaires auprès des élèves et il est apparu que plus de 85% des étudiants du secondaire, donc c'était 14-16 ans, estiment entendre à l'occasion ou même souvent des remarques dépréciatives ou péjoratives à l'égard des orientations sexuelles. Donc que ce soit, c'est pas un sport de tapette, c'est pas un sport de PD, c'est pas un truc pour les filles, etc. Donc déjà ça c'est quand même fort interpellant, donc plus de 85%. Ensuite il y a plus de 65% de ces personnes estiment on dit avoir entendu des insultes à caractère homophobe, souvent ou à l'occasion. Donc, c'est des choses qu'on entend souvent, que ce soit dans les classes, dans les cours de récré, PD, tapette, etc., d'une manière générale. Ensuite, le dernier chiffre par rapport à ces personnes, c'est près de 40%, c'est un peu plus de 38%, je pense, donc environ 40% des personnes sondées disent avoir été personnellement victimes de ces insultes homophobes, de ces actes à caractère homophobe. Donc, on se rend compte que l'homophobie, c'est quelque chose qui existe dans nos écoles et qui existe à presque 40%. Donc ça atteint presque 40% des sondés. Et je voulais aussi donner comme chiffre pour vous situer dans l'étude, c'est que 8% des sondés s'identifient comme LGBT ou sont en questionnement. Donc, encore une fois, pour les directions qui disent « moi, j'ai pas besoin d'une sensibilisation dans mon école parce qu'il n'y a pas d'homosexuels », ils pourraient se remettre un petit peu en question. Donc ça, c'est voilà ce que je voulais dire à propos de l'étude. Ensuite, dans l'étude, ils disent également les formes d'homophobie qu'il y a et les formes d'insultes, donc que ce soit sale PD, etc. Ou alors comme Kevin l'a dit, voilà, quand on forme deux groupes dans le cours de gymnastique, qu'on dit ah non, moi je veux pas celui-là parce qu'il est gay, donc forcément il joue pas bien au foot, forcément, etc. Ou dans les salles, dans les douches après le sport, ou dans les cours de récré, etc. Donc ce sont toutes petites formes, que ça vienne de la violence physique, la violence verbale, psychologique, etc. Toutes ces formes de violence. Et les conséquences que ça a sur les personnes, sur ces personnes LGBT ou ces personnes qui sont considérées comme telles, ou celles qui ne sont pas directement agressées, mais qui ont deux papas, qui ont deux mamans, etc. Et finalement, ça touche
la plupart des étudiants, parce que, voilà, parce que tout le monde connaît un gay, tout le monde connaît une lesbienne, etc. Et les conséquences que ça a sur ces personnes, notamment celles qui sont identifiées comme gays et lesbiennes, ça va de l'absentéisme scolaire, la dégringolade des résultats, on a dit les comportements à risque comme les drogues, etc., voire la détresse suicidaire. Bon, maintenant c'est sûr qu'il y a des personnes qui le vivent très bien, hein, mais il y a des personnes qui le vivent moins bien, et c'est là qu'il faut donner une attention particulière. Deuxième constat de base pour aller vite, pour aller très vite, dans les écoles, c'est la non-représentativité, ou en tout cas la sous-représentativité de la diversité des orientations sexuelles. Une ou deux personnes dans la salle ont déjà entendu parler de l'homosexualité au cours de leur parcours scolaire, qui dure quand même quelques années. Quand je parle de non-représentativité également des orientations sexuelles, c'est par exemple un prof qui va aborder Verlaine, qui va aborder Marguerite Yourcenar, qui va aborder Oscar Wilde. Est-ce qu'il va aborder son orientation sexuelle? Est-ce qu'il va aborder le côté affectif de sa vie, etc., qui pourtant ont influencé leur œuvre? Voilà. Est-ce que c'est important? C'est ce que... Voilà. Universitaire, mais là, moi, je pense que, au niveau des étudiants du secondaire, ils sont à un âge où, on se développe, on est dans la pleine puberté, en pleine adolescence, et c'est justement à ce moment-là où on a besoin de repères. Et à partir du moment où on passe sous silence toute une partie de la diversité qui nous entoure, c'est là où ça pose problème. Et ce que je voulais dire à partir de la sous-représentativité de la diversité des orientations sexuelles, c'est par exemple, moi, je mets en route un projet qui sera supporté par des bénévoles, mais ça, j'y reviendrai plus tard, et j'ai eu en entretien ces bénévoles. Et il y en a plusieurs, ils ont une petite trentaine ou entre 25 et 30 ans. C'est sûr que leur propos peut être adapté à des jeunes qui ont 15 ans maintenant. Mais ce qu'ils me disaient, c'est... moi, si on m'avait représenté un modèle positif d'homosexualité dans ma classe, j'aurais peut-être pu découvrir, ou en tout cas identifier qui j'étais, plutôt que me dire... elle me disait, par exemple, dans mon village, on ne parlait pas d'homosexualité. À l'école, on ne parlait pas d'homosexualité, ça n'existe pas. Donc, moi, je dois faire comme tout le monde. Je dois aimer un garçon, c'était une fille, donc je dois aimer un garçon. Et je ne peux m'identifier comme modèle hétérosexuel. Donc, avec Kevin, on a vu le terme hétérosexisme, le fait que l'école est un peu hétéronormée, hétérocentrée. On va présenter comme modèle, comme unique modèle valable et viable dans la société, le modèle hétérosexuel. Donc pour ces jeunes qui sont en questionnement ou qui ne s'identifient pas comme hétéros, ne pas pouvoir avoir de modèle, ça va peut-être poser problème dans leur développement et dans leur recherche d'identité sexuelle, d'identité tout court. Donc ça, c'était un point important. Maintenant, on peut dire, oui, il y a les médias, il y a Internet, etc. Il n'y a plus besoin de venir dans les écoles pour parler des homosexuels, pour en entendre parler dans la vie de tous les jours. Eh bien, ce que moi j'estime, en tout cas, c'est que, effectivement, on en parle un peu plus dans la vie de tous les jours, mais on en parle comment? Dans la cour de récré, on va entendre, les gays sont des folles, les lesbiennes sont des camionneuses. Donc, quand on en parle, soit on n'en parle pas, ou quand on en parle, ce sont des images stéréotypées ou des images négatives qu'on va envoyer aux jeunes, et celui qui s'identifie comme ça, c'est ça ce qu'il va intégrer. Et s'il ne s'identifie pas à cette folle, ou s'il ne s'identifie pas à cette camionneuse, comment il peut se retrouver son identité là-dedans? Ensuite, il y a d'autres médias, il y a ce qu'on voit à la télé, il y a ce qu'on voit dans les journaux. Le jeune qui s'identifie comme gay et qui voit les images de la Gay Pride, qui sont souvent très très stéréotypées, et qui ne se reconnaît pas forcément là-dedans, comment est-ce qu'il va se sentir? Ou celui qui voit que l'homosexualité, c'est des meurtres à Liège, qu'est-ce qu'il va se dire?
Donc ça, toute l'importance de représenter cette diversité dans les écoles. Alors, évidemment, finalement, ça ne servait à rien, mes notes, parce que je ne suis pas du tout ce que j'ai écrit. Ouais. Par rapport à ce que vous avez dit, dans les écoles aussi, il y a des gamins qui sont hétéros, Ouais. à qui, à la limite, ça ne dérangerait pas d'avoir des amis homosexuels, mais qui n'oseront pas le dire. Parce qu'il serait identifié, comme toi, tu es un ami d'un homo, donc tu es forcément homo. C'est le rôle qu'a l'école dans la société et au niveau décrétal. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a un décret, le décret mission, qui définit donc le rôle de l'enseignement, qui est de fournir certaines valeurs à l'étudiant. Les valeurs vont dépendre de l'organisation de l'enseignement, que ce soit l'officiel, confessionnel. Également, l'école joue un rôle clé dans le développement de l'enfant. C'est quand même là qu'il va passer 8 heures par jour pendant quelques années. Et c'est là où il n'est pas dans sa famille, où il peut c'est peut-être le lieu où il peut justement être lui-même, où il n'y a pas la pression familiale, il y a une autre pression, mais ça, on va y revenir. Et c'est là qu'il faudrait peut-être jouer quelques cartes. Donc, l'école doit donc fournir un cadre inclusif, doit fournir un cadre de tolérance et un cadre dans lequel l'enfant va pouvoir, l'élève, va pouvoir s'épanouir et développer sa personnalité et vivre comme il s'identifie, ce qui ne peut pas forcément le faire dans sa famille. Mais également, elle doit apprendre aux enfants à être tolérants, à être des citoyens responsables et à vivre dans la diversité de la société à laquelle il va être confronté, j'aime pas le mot confronté, mais dans laquelle il va entrer après l'école, et à vivre dans la diversité et à vivre la diversité qui l'entoure. Ça, c'est très joli, mais on peut prendre note. Donc, dans ce contexte, je ne sais pas si vous savez, mais en juillet dernier, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a voté l'amendement de ce fameux décret mission pour y faire entrer un nouvel objectif, une nouvelle mission, qui est l'EVRAS. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est l'EVRAS, à part vous? L'EVRAS. Vous faites de la sensibilisation dans quel domaine, en fait? Violence intrafamiliale. Ouais. Bon, l'EVRAS, personne? L'EVRAS, on avance. L'EVRAS, c'est l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc maintenant, tout étudiant qui passera par un parcours scolaire devra avoir été éduqué à cette vie relationnelle, affective et sexuelle. Donc la découverte des sentiments amoureux, la découverte de sa sexualité, la contraception, mais c'est également toute la prévention des IST et autres maladies sexuellement transmissibles. Jusqu'à présent, il y a des écoles qui faisaient déjà de l'EVRAS, donc qui disaient, moi je veux parler de la prévention, je veux parler de la diversité des orientations sexuelles, je veux parler de plein de choses. Il y a des écoles qui ne le faisaient pas parce qu'il y avait un pouvoir organisateur derrière, il y avait un comité de parents d'élèves qui dit, non, on parle à l'école, c'est pas fait pour ça, on parle pas de ces choses-là à l'école, c'est nous qui devons le faire. Et il y a des écoles qui ne le faisaient pas tout simplement parce qu'il n'y avait pas de volonté de le faire. Maintenant qu'il y a ce décret, toutes les écoles qui le faisaient déjà le feront encore. Toutes celles qui ne le faisaient pas, de peur d'être confrontées aux parents, diront « Ah, je suis obligé, il y a une loi, parce que maintenant, tous les 3 ans, il y a une évaluation de l'école, on doit dire « J'ai fait ça en matière d'EVRAS ». Et les écoles qui n'avaient quand même pas de volonté de le faire, ne le feront quand même pas. Pourquoi? Parce que pour le moment, on a l'amendement du décret mission, mais il n'y a pas de contenu. On dit on doit éduquer à la vie relationnelle, affective et sexuelle, mais on ne sait pas ce qu'est la vie relationnelle, affective et sexuelle. On n'a pas défini ce qu'est l'EVRAS. On n'a pas défini comment on doit donner de l'EVRAS. Ça se trouve, c'est le prof de religion, le prof de morale qui donnera de l'EVRAS. On n'a pas dit si des intervenants extérieurs venaient parler de l'EVRAS. On n'a pas dit si on doit aborder la diversité des relations sexuelles, des orientations sexuelles. Et donc voilà, on n'a pas vraiment de contenu. Si par exemple, une association qui dit pas de contraception, pas d'avortement, c'est mal, c'est de l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, qu'on doit parler à l'école, on ne doit pas en parler, est-ce qu'on doit véhiculer ça comme valeur? Pour le moment, ce n'est pas défini. Donc voilà, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement endiguer
cette homophobie, parler de la diversité des relations sexuelles, punaise, je dis tout le temps des relations sexuelles, mais des orientations sexuelles, et faire de l'Evras, parler de la découverte du sentiment amoureux, qu'il soit hétéro, homo, etc., ou bi. Et ben, il y a plusieurs initiatives. Il y a des écoles qui en parlent en interne, il y a des écoles qui invitent déjà des associations, il y a des associations qui font de l'animation comme Tel Quel Jeune, et il y a Arc-en-Ciel Wallonie qui prépare un nouveau projet, ce que je vais vous présenter maintenant.